Alors, je fais une toute petite intro. Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Alors, donc, ce soir, c'est une soirée du Rasoir Doc. Je pense que tout le monde connaît à peu près. Donc, on est un petit collectif qui sera bientôt une asso, qui existe depuis maintenant 2 ans. En fait, on doit fêter les 2 ans à peu près en ce moment. On a fait notre première conférence, donc c'était pas encore à l'Oré Café, c'était dans un autre bar à Toulouse. Et notre premier intervenant n'était autre que un certain Jean-Benoît Huet, qui revient ce soir. D'ailleurs, Paul Pascal, qui était aussi déjà intervenu au Rasoir Doc l'an dernier. Et ce soir, du coup, on est très content de les accueillir à nouveau, et d'autant plus que le nom de leur livre est presque le nom de notre café. Donc, je pense qu'ils ont voulu nous faire un clin d'œil, c'est très sympa. Donc voilà, je vais vous laisser la parole pour parler de l'histoire des idées scientifiques. Voilà, bonne soirée à tous. Et si vous voulez, il y a des bières et tout au café, à l'accueil si vous voulez venir vous servir. Merci. Eh bien, merci Nicolas. Donc effectivement, on vient vous voir ce soir après la sortie de notre bouquin qu'on a fait en commun. Donc Pascal à la science et moi au dessin, on va dire, en gros. Et c'est lui d'ailleurs qui va commencer la soirée en vous expliquant pourquoi on a fait ce livre en fait. Ah oui. Alors oui, donc JB Mébec, Pascal Marchand, donc on vient vous voir à l'occasion de la sortie de cette BD. Donc c'est un projet qui est né en fait de plusieurs choses, mais on va dire pour aller vite, du confinement surtout, puisque c'était un cours que je faisais en IUT Information et Communication. Et au moment surtout du deuxième confinement, c'était l'un des seuls cours que je faisais sans présentation comme ça, uniquement devant un amphi. Et ça se passait bien parce qu'il y avait un dialogue avec les étudiants, mais en distanciel, comme on dit. Tout de suite pensais que ça serait moins facile, que pendant 2 heures entendre quelqu'un qui parle tout seul de la bobine du prof, qui parle de Thalès, Pythagore, Euclide, ça n'allait pas galvaniser les foules. Et donc je me suis mis en recherche d'abord d'illustration, et petit à petit, d'abord ça a bien marché, moi j'ai bien aimé, les étudiants ont bien aimé, et petit à petit donc l'idée de se dire on pourrait peut-être aller plus loin, et comme on se connaissait un petit peu avec JB, on en a parlé et on s'est dit allez on se lance, et après il a fallu trouver un éditeur qui accepte le projet, parce que c'est un projet en 5 volumes, donc là on vient de sortir le premier volume, qui est sur la première période, la période antique grecque essentiellement, grec au sens large, et donc sont prévus 4 autres volumes dans la chronologie pour arriver jusqu'au début du 19e siècle à peu près, début moitié du 19e siècle. Donc voilà un petit peu l'origine. Alors c'est un petit peu plus compliqué notre façon de fonctionner qu'un scénariste et un dessinateur, parce que c'était l'un des écueils qu'on voulait éviter absolument, c'est de faire un cours illustré. Donc c'est une BD avant tout, et une BD qui est scénarisée par un auteur de BD. Et moi, donc, je fournis une matière qui est un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de modèles, un certain nombre éventuellement d'anecdotes, et même peut-être parfois un certain nombre de blagues que je peux avoir. Et Jean-Benoît les prend ou ne les prend pas, mais il intègre tout ça dans un scénario cohérent pour qu'il puisse se lire comme une véritable BD. Alors c'est une BD un peu dense, ça ne se lit pas en une après-midi de mauvais temps. Il faut sans doute la lire et puis relire et puis la laisser tomber. Mais on a essayé de faire en sorte qu'elle soit drôle et en même temps qu'elle soit instructive. Alors là, on ne va pas vous présenter plus que ça la BD elle-même, mais on a prévu de faire, on inaugure un petit peu cette formule-là, on va voir si ça marche. On a prévu de faire une intervention en gros en 3 parties. Dans une première partie, je vais revenir sur le pourquoi et le contexte dans lequel on est, qui est que c'est autre chose qu'une BD de plus dans le paysage de la BD. Il y a derrière aussi un programme, je dirais presque un constat et même presque un engagement. Un agenda caché. Un agenda caché, tout à fait. Dans un deuxième temps, on fera un quiz. C'est JB qui vous fera un quiz de ce qu'on peut avoir comme grand repère sur l'histoire des sciences et sur les théories, essayer de voir certaines choses, s'il est facile de repérer le vrai du faux, puisque ça c'est quand même l'un de nos objectifs, c'est d'essayer de voir comment
repérer le vrai discours. Puis ça sera la troisième, je reviendrai peut-être pour élargir assez vite le débat et partir sur des idées plus de culture scientifique et de promotion de la pensée rationnelle et de développement de l'esprit critique. Voilà un petit peu dans les grandes idées ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour commencer, quelques petites questions. Alors, sur On, ça marche peut-être mieux. Yep. Alors, quelques petites questions, on va voir si le public est au courant de certaines choses de base. Qui a dit « L'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur » ? Vous savez pas qui a dit ça? Réponse. Nicolas Sarkozy, président de la République. Discours de Latran en décembre 2007. Deuxième question, qui a dit « Car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser » ? Manuel Valls. Oui, bravo, Manuel Valls, Premier ministre français lors de la commémoration de l'attaque terroriste de l'Hypercacher, des attentats terroristes de janvier 2016. Troisième question, je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science, religion et raison. Ah, ça pourrait. Non. Emmanuel Macron, président de la République, le 21 décembre 2021 sur le site de l'Express. Allez, une dernière, elle est un peu plus difficile, mais comme elle est plus récente, vous pouvez peut-être la trouver. Qui a dit « Je connais, je respecte l'avis des scientifiques, le problème c'est qu'il y a la vie réelle ». Allez, on est entre nous. C'est pas Raoult ? Non. Oui, Pouyanné. Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, l'université d'été du MEDEF, et c'est extrêmement récent, c'était en août dernier. Donc on a effectivement un certain nombre d'idées comme ça de la part de nos décideurs politiques et économiques qui tendent à un petit peu relativiser la place, le statut, la puissance de l'explication scientifique ou du discours scientifique par rapport à d'autres idées économiques, etc. Alors quand on fait une petite enquête, c'est pas moi qui l'ai faite, mais quand on fait une petite enquête sur effectivement la formation de nos décideurs, là on a pris que les politiques, 190 ministres depuis 2000, et on regarde un petit peu quelles sont leurs études. On voit que dans leurs études, c'est beaucoup de droit et sciences politiques, hein, un tiers, Sciences Po Paris, l'ENA, sciences économiques gestion, lettres, histoire géo, médecine pharmacie vétérinaire 7%. Vous voyez que si on décide là, on a économie, et si on descend là un peu de Sciences Po encore, on va arriver aux sciences à 3%, quatrième position. Donc on a 3% de nos ministres depuis 2000 qui avaient une culture scientifique. Alors on ne dit pas que tous les ministres devraient être des scientifiques, mais quand même qu'il y en ait quelques-uns. Alors bien sûr on pourrait dire, oui mais c'est des ministres, mais leurs conseillers c'est la même formation. Hein, ils ont à peu près les mêmes formations. Donc on a un déficit de culture scientifique, je ne dis pas que ce soit un déficit de scientifique, mais au moins de culture scientifique. C'est-à-dire si effectivement ces gens-là n'ont pas été formés en attendant du discours scientifique, ça veut dire qu'ils ont été formés en attendant d'autres discours, qui sont effectivement des discours managériaux, qui sont des discours d'entrepreneurs, des discours économiques, financiers, éventuellement philosophiques, il y a pas mal de philo, mais la partie scientifique dans la formation de nos élites est extrêmement faible. Et du coup, on va peut-être commencer à établir des corrélations avec, par exemple, la baisse de l'intérêt, en tout cas de la familiarité avec la science. C'est une autre enquête, Science and You, 2021, et on voit, je ne vais pas tout décrire, surtout que celle-là encore c'est simple, mais celle d'après c'est très compliqué, mais on voit que quand même, depuis 2010, entre 2010 et 2020, il y a une baisse dans à peu près toutes les générations, y compris chez les boomers tardifs, il y a une baisse de l'intérêt, de la familiarité vis-à-vis de la science. Autre chose, même enquête, lorsqu'on demande aux gens, est-ce que vous avez l'impression que... Avez-vous l'impression que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal, plus de mal que de bien, autant de bien que de mal, sans opinion? On voit que autant de bien que de mal baisse régulièrement, et que plus de bien que de mal baisse régulièrement, et que plus de mal que de bien augmente régulièrement, et avec un doublement en 2020. Donc on a une sorte de méfiance de la population vis-à-vis de la science. Alors il y a quand même des choses qui sont favorables. Hein. Il y a une confiance plutôt élevée dans la science. Quand on demande aux gens est-ce que vous faites confiance, ils disent plutôt oui. Il y a un intérêt pour la recherche, alors plutôt la recherche appliquée et médicale, hein, donc surtout les technologies de l'information et de la communication, parce qu'il faut quand même produire des smartphones. Et l'intelligence artificielle, ça s'intéresse quand même bien les gens. La médecine, bon, un peu moins sur les sciences fondamentales, notamment les sciences de l'univers.
Il y a une demande d'information, les gens sont en demande, ils voudraient plus d'informations, être associés aux sciences, en gros à la définition ou à l'information des programmes scientifiques. Ils soutiennent l'idée qu'il faut financer la science, et il y a un recul quand même de croyances pseudo-scientifiques, quoi qu'on en dise. Alors on a testé surtout dans cette enquête l'astrologie, et il y a un recul de l'astrologie. Il y a des collègues qui pensent qu'il y a toujours un fort terreau d'astrologie, mais sur des statistiques relativement larges, il y a un recul. Par contre, il y a un retour de croyances New Age ou des choses comme ça, on pourrait éventuellement. Alors par contre, les points rouges ou noirs, c'est manque de familiarité, hein, donc les gens n'ont plus vraiment de culture scientifique, ils ont une visibilité assez limitée, donc ils pensent au génome, mais après, ils ne savent pas trop citer ce que c'est que de la science. Il y a une grande ambivalence entre science et non-science, est-ce que tout ça, ça ne se vaut pas, est-ce qu'une explication ne vaut pas une autre explication, une sorte de relativisme. Il y a une augmentation de la crédibilité des médecines alternatives, hein, c'est-à-dire par exemple l'homéopathie est perçue comme scientifique plus que l'économie ou l'histoire par exemple. Et puis il y a un certain nombre de controverses qui sont ouvertes et sur lesquelles les gens ne veulent pas entendre de discours scientifiques, par exemple sur le nucléaire ou sur les OGM. L'idée qu'il faut le faire, c'est l'idée qu'au moins qu'on pose la question au niveau scientifique, et là il y a une partie de la population qui dit ce n'est pas aux scientifiques d'intervenir dans ces débats-là. Et puis, bon, le soupçon vis-à-vis de l'indépendance et des conflits d'intérêts de la science vis-à-vis de l'économie surtout. Donc, si je prends dernière enquête, et ça sera ma dernière enquête de la journée, l'Eurobaromètre sur les connaissances et perceptions des citoyens européens en matière de sciences et de technologie, ça date de 2021. Alors là, vous allez voir beaucoup de graphiques, mais j'ai essayé de les résumer. C'est une comparaison des 27 pays d'Europe sur un certain nombre de questions. C'est un rapport de 350 pages bourré de graphiques. Donc j'en ai pris que quelques-uns et j'ai mis en gras ce qu'on peut retenir. Et quand on demande aux gens, est-ce que, à votre avis, les sciences ont une influence plutôt positive ou plutôt négative sur la société, ben, la France est l'un des pays qui pense que c'est le plus négatif. Hein, ici, on voit les rouges, c'est le négatif. Quand on demande est-ce que vous pensez que les scientifiques ont un pouvoir dangereux, ben, la France aussi est dans une relative moyenne. Hein, vous pensez à 48% que les scientifiques peuvent avoir un pouvoir dangereux. Est-ce que vous pensez que la science et la technologie peuvent résoudre n'importe quel problème? Ben là, on voit que les Français sont parmi ceux qui disent non, la science et la technologie ne peuvent pas résoudre n'importe quel problème. Pensez-vous que l'intérêt des jeunes pour la science est essentiel pour notre prospérité? Là aussi, la France est un des pays qui est au-delà de la moyenne européenne pour penser que non, que ce n'est pas essentiel. Pensez-vous que la science, c'est mieux ce qui est bon pour les gens? Là, c'est pareil, la France est quand même très très en recul sur cette question-là. Pensez-vous que la science ne prépare pas à la citoyenneté? On a quand même 26% des gens qui pensent que la science ne prépare pas à la citoyenneté. Pensez-vous qu'on s'en remet trop à la science et pas assez à la foi? On a 27% des Français qui pensent ça, ce qui place aussi la France au-delà de la moyenne européenne. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans un pays des lumières et de la laïcité. Hein, on a un recul de ces valeurs-là, on aime bien avoir ça dans notre mémoire et dans notre histoire, on aime bien s'en revendiquer. Les enquêtes sociologiques, là j'en ai pris 3 à des niveaux très différents, hein, une enquête universitaire, un baromètre européen, une enquête nationale, montrent que c'est pas aussi clair que ça. Et donc c'est un petit peu le contexte de base dans lequel on se situe, qui ne transparaît pas forcément dans la BD, parce que la BD reste une BD pédagogique qui raconte l'histoire de la naissance et de l'évolution de la pensée scientifique, mais derrière nous c'est un petit peu ça. Pourquoi c'est un petit peu ça? Parce que, effectivement, ah oui, si, j'ai oublié celle-là, on en a tous entendu parler, les tendances en mathématiques, hein, on voit que la France est l'un des pays qui est en dessous de la moyenne européenne dans son niveau en maths, que ce soit en CM1 ou que ce soit en 4e. Donc on est derrière l'Italie, le Portugal, la Suède, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, à peu près partout. Donc là aussi, un déficit en sciences. Alors après, une des réactions, c'est qu'effectivement, les maths, ça saoule quand même un peu. Alors pourquoi ça saoule et est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça saoule un peu moins? Moi, je dirais de la BD, bien évidemment. Alors, que font les gouvernants et les décideurs? Alors, ils nous font des rapports et des réformes. L'une des réformes dont on a beaucoup parlé, c'est la réforme du lycée. Donc voilà la réforme du lycée. Et bien, à partir de la réforme du lycée, vous voyez que
le choix pour les mathématiques a chuté considérablement. C'est-à-dire que les gens ont arrêté de vouloir faire des maths à partir du moment où ça devenait optionnel, et on le voit beaucoup plus chez les filles que chez les garçons. Hop là. Et du coup, ça a quand même marqué un peu les esprits. Alors, quand ça a marqué l'esprit, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rapport. Et donc, vous voyez les rapports, la place des mathématiques dans la voie générale de l'enseignement général et technologique, la sensibilisation à l'information, à la démarche scientifique. Donc, un certain nombre de rapports ont été demandés en 2022 et 2023. Et ce qu'on a fait, là, c'est tout récent, le ministère de l'Éducation a rétabli les maths pour tous les élèves à la rentrée générale. Et donc, vous voulez qu'on nous récite 13 bouquins de maths, donc vous voulez ma mort, en fait, c'est ça. Donc, effectivement, on veut la mort des étudiants, des lycéens, en leur remettant des maths au programme. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces décisions sont des décisions descendantes, où un pouvoir décide, constate, change des choses, impose, et où on passe par la législation, par le programme, mais où pas grand-chose n'est fait pour essayer de voir comment aller chercher les gens à la base et leur dire, vous savez que les sciences, les maths, la physique, la biologie, ça peut être super intéressant, ça peut être drôle. Les gens qui le font ne sont pas tous des autistes. Ce sont des gens qui savent s'amuser, ce sont des gens qui savent discuter avec les autres, parce que les lycéens, ils disaient pour eux, les maths, c'est vraiment un raisonnement abstrait, très en dehors de tout ce qu'on peut imaginer, et en plus qui coupe de la réalité et qui coupe de la relation. L'idée, c'est de dire, mais non, les scientifiques ne sont pas comme ça. Alors bien sûr, on ne les voit pas souvent, on les voit moins que d'autres sur les plateaux télé, mais les sciences, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Alors, du coup, c'était un petit peu ça. Et comment partir des connaissances des gens? On sait que les gens, même les lycéens, ont tous un certain nombre de connaissances. Nous avons tous un certain nombre de connaissances. Plus de représentations, plus ou moins floues. Par exemple, on sait à peu près qui ça doit être, lui. C'est qui, lui? Léonard. Lui, Newton. Lui, ouais, Galilée. Et lui, tiens. Ouais, ça, c'est une couverture à laquelle on a échappé. C'était l'un des projets de couverture de JB qui n'a pas été retenu finalement. Mais donc voilà, on a un certain nombre d'idées. On ne peut pas dire qu'on part de rien. On a des idées, mais ces idées ne nous amènent pas forcément à nous intéresser à la science. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille là-dessus, sur de l'apport de connaissances, avec de l'humour, avec des anecdotes, dire que tous ces gens-là, Galilée, Newton, etc., ils ont eu des vies souvent fascinantes. Alors, Newton n'était pas du tout comme Gottlieb l'a fait. Newton était un type qui n'était pas très sympa, vraiment pas sympa du tout d'ailleurs. Léonard de Vinci, on se demande si c'est un vrai scientifique. Galilée, c'est pareil, c'est un type très arrogant. Et son procès, tout le monde connaît un peu le procès de Galilée, sans doute beaucoup plus complexe que ce qu'on veut dire, mais ça sera dans le volume 3. Quant à Einstein, c'est pareil, on a beau dire E égale MC2, qu'est-ce que ça veut dire E égale MC2? Pour ça sera dans le volume 4. Mais donc voilà, notre idée maintenant, c'est de partir sur des bases de représentation qui circulent, que tout le monde a plus ou moins, et puis de se servir de ça pour dire, vous voyez que vous connaissez des choses, et bien on va essayer d'aller un peu plus loin. Et donc là maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de questionner un petit peu ces représentations, et c'est JB qui a prévu un quiz. Bon, voilà, moi j'ai prévu un quiz, c'est pour questionner les représentations, c'est aussi pour rigoler surtout. Voilà. Ça va bien peut-être. Voilà. Alors c'est un quiz avec un QR code, c'est-à-dire que vous pouvez voter avec vos appareils portables. Et puis tiens, ce que je vais faire, je n'avais pas pensé avant, mais je vais le faire, je vais vous faire passer des BD, parce que c'est un quiz dont certaines réponses sont faciles, d'autres pas du tout, mais toutes les réponses sont dans les BD. Alors, je peux vous en faire passer quelques exemplaires, comme ça vous pouvez la feuilleter en même temps, ça, vous vous appropriez le truc, tu vois. On aura le temps de chercher la réponse avant de passer. Non, mais bon, sur un coup de bol. Voilà. Tiens, tu peux les distribuer, s'il te plaît. Bon, faites attention à les aviser. Hein. Elles sont en vente. Donc... Voilà. Alors approchez-vous si vous voulez scanner le truc.
Bon, comme tu le sens. Oui, oui, alors il vous demande de taper la question, c'est parce que j'ai pas démarré le quiz encore. Alors voilà, je vais lancer le quiz. Quand vous avez tout scanné, vous me dites. Bah attends, je peux le faire comme ça. Voilà, quand vous avez tous scanné, c'est bon? D'accord. Non, parce qu'en fait, j'ai démarré le truc. Tous ceux qui voulaient scanner ont scanné? Allez. Alors, première question. Alors, on part vraiment des origines de la science et on s'est demandé dans la BD si par hasard les animaux ne faisaient pas de la science vu qu'ils manipulent certains des outils. Alors, lesquels peuvent se servir d'outils? Alors là, vous avez, quand les cases sont carrées sur votre application, ça veut dire qu'il y a sans doute plusieurs réponses. Donc, à votre avis, quels animaux peuvent se servir d'outils? Les éléphants, les loutres de mer, les oiseaux, les poissons, les fourmis? J'arrive pas à répondre. Ah oui, c'est parce que j'ai démarré la question trop tôt. Je ne sais pas si on peut la... Non, c'est pas ça la réponse. Ah, mais on sait c'est quoi la réponse? Non, tu ne sais pas. Ça y est. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon, vous pouvez voter. Vous avez 20 secondes. On peut mettre plusieurs réponses. Oui, vous pouvez mettre plusieurs réponses. Voilà. Ah oui, c'est parce qu'en fait, je voulais Oui. voilà. Oui, il peut y avoir plusieurs réponses. Ouais. Vous me dites quand le temps est fini. C'est bon? Alors, je vous donne tout de suite la réponse. La réponse, c'est tous sauf les puces, en fait. Les éléphants portent des bâtons pour se gratter, notamment. Les loutres de mer utilisent des outils, je ne sais plus pourquoi. Les oiseaux, ils prennent des petites baguettes pour manger des... Et les poissons, alors les poissons, ils prennent des coquillages, puis ils les tapent contre un rocher pour les ouvrir. Et les fourmis, elles trempent des grains de sable dans le miel pour transporter le miel, en fait. Voilà. Alors voyons, voilà. Donc, et la bonne question... donc, ouais, les réponses sont assez... personne n'a dit les puces, apparemment, donc c'est bien. Hop. Voilà. Et les puces, non, personne n'a dit les puces. Voilà. Donc c'est presque tous, hein, finalement. Enfin, presque tous se présentaient. Alors, deuxième question. Le terme zodiaque signifie... Ah, attends, j'ai pas encore levé la... Oui, j'ai pas encore passé la deuxième, mais on la lit tranquillement, et après, comme ça, vous avez 20 secondes. Donc, le terme zodiaque, ça signifie le cercle des petits animaux, l'embarcation sur la mer céleste, les points reliés sur la voûte nocturne ou la ronde des êtres divinisés. Alors, je vais lancer la question. Je suis obligé de faire cette petite gymnastique, sinon c'est pas joli. Voilà. Il faudrait un son, tu sais. Ah oui, comme dans les... Ouais. La prochaine fois, on peut voir. Ah bah tu le fais, toi. C'est bon? Alors, voyons voir. Quelle était la bonne réponse? C'est le cercle des petits animaux. C'est du grec, c'est ça? Hein, c'est du grec, voilà. Alors, hop, voilà, bah, vous êtes 46% à avoir dit bon, c'est pas mal. C'est moins que la moitié quand même. Alors, question suivante. Ah voilà. Pour le scientifique, les phénomènes se produisent par hasard, par volonté divine, par volonté des éléments ou par nécessité naturelle. Alors, je lance la question. Hop, voilà. Il n'y a qu'une question? Ah, qu'une réponse? Qu'une réponse possible, a priori. Ouais. Sinon, on coche tout, mais... Ah oui, il y a le temps qui se...
4, 3, 2, 1. Ok, alors, quelle était la bonne réponse? C'était par nécessité naturelle. Alors, il y a du hasard qui intervient dans les phénomènes, mais ils ne sont pas la cause des phénomènes. Le scientifique, ce qu'il fait, c'est que justement, il cherche à déterminer une cause du phénomène qui n'est pas le hasard, quoi. Parce que si on dit, bon, ce truc se produit, par exemple, dans la BD, on prend l'exemple de la chute des feuilles, ça tombe pas ça tombe pas en automne par hasard, quoi. C'est parce qu'il y a des raisons qui président à ça. C'est parce que, je sais pas, c'est l'ensoleillement, le truc, le machin, j'en sais rien. Mais c'est pas le hasard. C'est pas non plus la volonté divine, a priori. Enfin, en tout cas, c'est pas le scientifique ne la prend pas en compte. Hein, c'est un peu le principe. Et la volonté des éléments, c'est pas non plus ça qui fait que... C'est pas l'arbre qui dit, tiens, je vais faire tourner mes feuilles aujourd'hui. Voilà. Alors, hop. Donc, on est quand même 73% à avoir dit la nécessité naturelle et 27% par hasard. Eh bien non, c'est pas... Il y a du hasard dans les phénomènes, mais c'est pas la cause. C'est pas la cause retenue par la science, en tout cas. Alors, les premiers scientifiques qui sont considérés comme scientifiques vivaient dans l'Italie actuelle, dans la Grèce actuelle, dans l'Égypte actuelle, dans la Turquie actuelle ou dans l'Irak actuel. Je dis actuel parce que, évidemment, à l'époque, ces pays n'avaient pas forcément le même nom. Alors, ouais, ça c'est un peu plus compliqué. Sauf si on a lu la BD. Voilà. Alors, la réponse. Eh oui, pas mal. Eh ben, vous êtes plus de la moitié à avoir trouvé. Donc la Turquie actuelle, c'est-à-dire la Grèce antique malgré tout, c'est-à-dire à Millet, donc qui est vraiment à l'ouest de la Turquie, au sud-ouest de la Turquie. Voilà, ben c'était les Milésiens qui sont considérés comme les premiers scientifiques, donc bravo, 55%, c'est un très beau score. Le plus connu des Milésiens étant Thalès, bien évidemment. Voilà. Thalès de Milet, puis qui a créé une école avec d'autres. Et donc Thalès, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a le fameux théorème de Thalès, mais c'est le premier aussi à avoir posé que l'univers était régi par un élément fondamental. Ne dis pas lequel. Ah, alors il y a une question dessus. Alors, t'en as déjà un peu trop dit. Ah bah oui. Alors, Thalès pensait que la cause première de toute chose était le rapport des proportions, les pyramides, l'eau, la magnésie ou les étoiles. Ah bah il faut que je lance la question, sinon on ne pourrait pas voter. Hop. Et comme ça, ça vous donne un peu plus de temps pour réfléchir. Voilà. Et je voulais mettre mon téléphone. C'est pas fini? Si, pardon. Ah oui, bah, il faut me le dire, hein, sinon ça peut durer longtemps. Alors, c'est l'eau, voilà. Thalès se référait à un mythe, un très vieux mythe, qui disait qu'avant même l'arrivée des dieux était Océanos, donc un élément, quoi, le maître élément, l'océan, qui était l'origine de toute chose, voilà. Et alors, les autres réponses, là c'est pareil, si je trahis la suite du test, tu m'arrêtes, mais... 50%, bah, c'est pas mal, hein. Bon, parce que tu avais dit que c'était un élément aussi, hein, Ouais. donc c'était Ouais. un sérieux indice, hein, quand même. Ah, les pyramides, il y a effectivement une histoire de pyramide avec Thalès, c'est avec une histoire... T'as pas prévu de question là-dessus? Je sais plus. Dans Je le ne veux pas en doute, dire trop. vaut mieux. Ouais, on va pas en dire trop. Alors, question suivante. Ah, pour Thalès, la Terre était-elle plate, ronde,
cylindrique en forme de donut ou un godet flamboyant? Alors, hop, voilà. Plate, ronde, je vais faire comme les épaules de l'euro, je rappelle, cylindrique en forme de donut ou un godet flamboyant. 3, 2, 1, ding. Alors, la bonne réponse était plate. Pour Thalès, la Terre était plate et elle flottait donc sur l'océan. Voilà. Les godets flamboyants, c'était la Lune en fait. Voilà. Pour Thalès, le godet flamboyant, c'est la Lune. Voilà. Donc il y avait quand même une histoire de godet, ouais. C'est pour ça, sinon je n'aurais pas pensé. Alors, ronde, je vois 33% pour ronde. Effectivement, Thalès est l'un des seuls, mais c'est le premier. Oui, c'est le premier, oui. À penser Oui. que la Terre est plate. Tout de suite après, le deuxième scientifique, bon, dans son école, il y a cylindrique, il y a quelqu'un qui... Et ça va pas durer. Voilà, c'est ça. Alors, hop. Ah oui, remarque, on n'en parle peut-être pas de... Bon, on dira après. Donc, Anaximandre était un élève de Thalès, un Milésien. Et pour lui, la cause première de toute chose donc n'était pas l'eau. Est-ce que c'était plutôt le raki, les olives noires, l'apéron ou l'apéro? Alors, à mon avis, il a été traumatisé par Thalès qui pensait que c'était l'eau. Lui, il a dit non, non. C'est pas possible. Donc, le raki, les olives noires, l'apéron ou l'apéro. C'est bon? Ouais, ouais. Alors, la bonne réponse, c'était... Ah, quelle surprise, l'apéron. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, l'apéron? Eh bien, je ne saurais pas trop vous dire, en fait. C'est pas un élément, c'est... comment on pourrait qualifier ça? Ouais, c'est un truc indéfini, voilà, informel et infini quand même. Infini, mais indéfini, voilà. Donc... parce qu'il disait, en fait, ça ne peut pas être un élément qui a créé, qui est la cause première de toute chose et qui a créé la matière, puisque un élément ne peut pas être créé d'après un autre élément. Donc, c'était forcément un truc à faire. Moi, ça me fait penser au vide quantique, finalement, son machin, tu vois. Donc, c'était pas bête, finalement. Hein. Voilà. Alors, là, j'imagine que... Mais il y a des histoires de raki et d'olives noires à propos de... Oui, dans la BD, oui, mais... Voilà. Ah oui, 14% a dit l'apéro, quand même. Bon. Je suis quand même un peu déçu, ça fait pas beaucoup. Moi, j'aurais dit ça, personnellement. Alors... Toujours... non, alors, oui, toujours pour Anaximandre, le même, hein, celui de l'apéron. Les humains sont-ils issus de la déesse mère, d'animaux marins, d'un œuf primordial ou de dents de serpent plantées dans le sol? Hop. Je le lance, voilà. Donc, pour Anaximandre, les humains, cette fois-ci, sont-ils issus de la déesse mère, d'animaux marins, d'un œuf primordial ou de dents de serpent plantées dans le sol? 3, 2, 1... Oui, il faudra prévoir un petit vidéophone. Alors, eh bien, pour Anaximandre, les humains sont issus d'animaux marins. Pourquoi? Parce qu'en fait, il pensait quand même, avec plutôt raison, qu'au début, la Terre était pleine d'eau, donc il y avait de l'eau partout, donc il y avait des animaux marins, et puis il avait remarqué que les petits humains n'étaient pas capables de se sustenter eux-mêmes, de pourvoir à leurs besoins eux-mêmes, donc il s'est dit que forcément, il y avait d'autres animaux qui ont dû s'occuper des premiers humains, puisqu'ils n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes, et que comme il y avait eu plein d'eau, ça devait être des animaux marins. Voilà. Donc c'est une logique implacable. Voilà. C'est pour dire que... Ah, voilà. Donc on est à égalité entre les animaux marins et l'œuf primordial. L'œuf primordial, c'est plutôt dans une BD de Loisel et Le Temps que j'ai ça.
La Et quête dans de le l'oiseau serpent, du tu l'as temps. trouvé dans quoi? Ah, les dents de serpent, c'est un vieux mythe, ça doit être c'est un poète grec, alors je ne sais plus lequel, celui qui a fait des cosmogonies, là, j'ai oublié son nom, mais qu'effectivement, en fait, il y a une première humanité, puis qui se fait des... oui, c'est ça, ils plantent des dents de serpent, et il y a des guerriers qui en sortent, qui tuent tout le monde, enfin bon, il y a une histoire comme ça. Il faudra que je révise ce mythe, parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup intéressé, mais j'ai un peu oublié. Alors, Anaximène, si je ne me trompe pas, c'était un élève d'Anaximandre, hein, ou de Thalès aussi, de Thalès. Donc, ils étaient tous les deux... Donc, ils n'étaient pas frères, hein, ils ont des noms proches, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, lui, il était plutôt sur l'air, comme principe créateur de toute chose, mais l'air, c'était un peu comme l'apéron, c'était pas vraiment un élément, c'était un truc primordial aussi. Bon, pour lui, l'air pouvait se transformer. Alors, est-ce qu'il pouvait se transformer en feu, en eau, en pierre, en gaz carbonique ou en éther divin? Alors, hop, je lance la question. Donc pour Anaximène, là vous avez plusieurs réponses possibles. Hein. Ouais. Ah. Ouais, en fait, si vous avez des carrés au lieu des ronds, ça fait plusieurs réponses. Ouais, ben, oui, j'aurais dû le dire. Oui, vous êtes pour réfléchir. Ok, alors, quelle est la réponse? Alors, pour Anaximandre, l'air peut se transformer en feu, en eau ou en pierre. Et en pierre. En fait, ça dépend de la densité de l'air. Il pense que l'air est l'élément primordial et que les autres éléments en sont issus. Et donc, quand l'air se raréfie, il se transforme en feu, et c'est comme ça que les soleils, les étoiles sont nées. Et quand il se condense, il se transforme en eau, et puis ensuite, quand il est très condensé, il se transforme en pierre. C'est comme ça que la Terre est née, avec son eau et tout. Voilà. Alors, hop. Voilà, donc on a des réponses un peu ventilées, vu que j'ai pas précisé avant qu'on pouvait faire plusieurs réponses, donc c'est ma faute. Mais en tout cas, gaz carbonique, pas grand monde l'a dit, et l'éther divin non plus. Ça viendra plus tard, l'éther divin. Alors, Héraclite, je pense qu'il est un peu plus connu que Anaximandre et Anaximène. Et pour lui, il avait une théorie donc sur la naissance du monde aussi. Est-ce qu'il pensait que c'était né de l'amour, de la guerre, de l'indifférence ou d'une fluctuation du vide? Alors, je lance la question. Hop. De l'amour, de la haine, de l'indifférence ou d'une fluctuation du vide. Alors Héraclite, il était d'Éphèse, c'était Héraclite d'Éphèse, et c'était un aristocrate, voilà. Et il n'était pas très démocrate, je crois. Mais bon, ça n'a pas d'importance pour la recherche, c'est pour meubler un peu. À ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup. Ding. Voilà. Alors, Héraclite, c'est ce type-là, il n'était pas très sympa. Donc c'était la guerre en fait. Pour lui, voilà, parce que c'est vrai qu'Anaximène, voilà, il pensait que l'air, machin, et que c'était plutôt un équilibre des choses qui présidait à la création du monde. Et pour Héraclite, c'était plutôt l'opposition des éléments qui créait, qui était créateur en fait. C'était voilà, l'ardente brûlure de la parole divine. Et c'est l'opposition des contraires qui crée l'harmonie. Donc c'est plutôt la guerre. Héraclite, c'est le... Ouais, donc une fluctuation du vide, non, ça c'est une théorie plus récente quand même. Héraclite, c'est le gars qui disait on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Il est surtout connu plus pour ça, plus que pour ses travaux scientifiques, mais à l'époque, il faisait un peu tout. Ah, alors Pythagore, je pense que tout le monde en a entendu parler, du coup. Donc son nom Pythagore vient du nombre pi, de la pyramide, de la pythie, du python ou de la pituite, à votre avis? Pythagore, du nombre pi, vous vous souvenez du théorème, hein, c'était quoi déjà? Le truc de l'hypoténuse, c'est ça? C'est ça. Non, je m'en souviens. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse.
bon? Pas encore. Oui, pardon. Hop. Alors, donc de la pitié à 60%, eh bien, c'est la bonne réponse. C'est la pitié, parce que son père était allé voir la pitié et elle lui avait débité toute son histoire à venir. Et donc, du coup, le père a appelé son fils Pythagore en hommage à la pitié. Le nombre pi, ça sera plutôt plus tard, Archimède qui s'en occupera. La pyramide, c'est plutôt Thalès qui s'en a occupé. Le python, remarquez, le python et la pythie, c'est la même origine, hein, parce que c'est le dieu Apollon qui avait son python, là. Et la pituite, c'est la morve, plutôt. Hein. Enfin, c'est un flegme. Voilà. Donc, pour moi, je l'assimile à la morve, mais je ne sais pas si c'est bien. Ok. Alors, donc, très bien. La pythie, bravo. Alors là, bravo. Je ne sais pas si j'aurais trouvé avant de faire le bouquin. Alors, toujours Pythagore, il détestait un certain nombre de choses. Je crois que j'ai prévu plusieurs réponses, là. Donc, est-ce que c'était les fèves, les nombres, les dodécaèdres, la musique ou les démocrates? Voilà. Donc, je lance la question. Hop. Donc, la pitié, on est d'accord, c'est la bonne réponse. Voilà. Bon, moi, je peux laisser comme ça, en vue, là. Comme ça, je vois. Voilà, 16, 15. Donc Pythagore détestait les fèves, les nombres, les dodécaèdres. Plusieurs réponses possibles, hein. Mais il y en a une qui est plus. Ouais, exactement. Et ou les démocrates. C'est bon. Alors, eh ben, Pythagore détestait les fèves, et vous êtes 73% à l'avoir dit, donc c'est exceptionnel, je trouve. Les nombres, ben non, mais il ne détestait pas les nombres. Les dodécaèdres, ben non plus. Enfin, il y a eu des histoires, hein. Il y a eu des histoires avec les dodécaèdres, mais il trouvait ça super, je pense. Hein. La musique, ben non, c'est pareil, c'est l'harmonie des sphères. C'était plutôt un truc super classe, vu qu'on est entouré de musique qu'on n'entend pas, c'est la musique céleste. Et qui est liée au nombre, hein, d'ailleurs, pour lui, la musique est liée au nombre, notamment avec les octaves et tout. Et les démocrates aussi, oui, il n'était pas très démocrate. Donc bravo, 73 et 82, très joli score. Hop, voilà, la musique et les démocrates. Ah ben là, on voit la pitié, j'aurais dû le mettre avant. Voilà. On voit la pitié qui prédit l'avenir de Pythagore. Ah, Empédocle. Alors Empédocle, il est mort dans son... Alors Empédocle, il était... Là, on passe au... Ben, on était déjà en Sicile avant, avec Pythagore. Hein. On a commencé par les Milésiens, et puis là, on est dans la Grande Grèce, c'est-à-dire le sud de l'Italie. Et Empédocle, c'est un savant célèbre du sud de l'Italie, de l'époque. Hein. Donc il est mort dans son... Il était considéré comme un prophète, lui aussi. Hein. Il est mort dans... Je parle sous contrôle de Pascal, hein, évidemment, je connais rien. Il est mort dans son lit, dans une course de chars, sur l'échafaud, dans un volcan ou en combat singulier. Alors, je lance la question. Tac. Oui, les fèves et les... Hop, voilà, c'est parti. Non, c'est pas parti. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Donc, est-ce qu'il est mort dans son lit, dans une course de chars, sur l'échafaud, dans un volcan ou en combat singulier? Tu as une question sur pourquoi il est connu Je sais pas. Sinon, non. Dans un volcan, bravo. On a une bonne connaissance des... Ah ouais. Ou alors ils ont très vite lu la BD. Donc, effectivement, Empédocle est mort dans un volcan. Alors, hop, voilà. Ah, il s'est jeté dans un volcan parce qu'effectivement, il était devenu un peu mégalo, il était quasi prophète, il avait toute une théorie sur l'élaboration de l'univers. Et il n'a pas voulu mourir bêtement comme ça, qu'on retrouve son corps un jour inanimé. Il a voulu disparaître et faire croire qu'il avait rejoint l'Olympe directement. Et donc il s'est jeté dans l'Etna. Et tu as une question sur... Non. Et alors la légende dit que l'Etna a été choqué par une telle arrogance et a recraché une sandale pour que les gens qui passent puissent voir qu'il s'était bêtement mis dans l'Etna et qu'il n'était pas du tout monté dans l'Olympe directement. Alors, je vais regarder question qui aurait pu vous rapporter 1000 €. C'est une question super banco il y a quelques années.
Ah voilà. Donc, effectivement, pourquoi Empédocle est-il connu? Est-ce qu'il... Non, tu l'as pas dit, bravo. Alors, donc on a vu que pour l'un c'était l'eau, pour l'autre c'était la guerre ou le feu, pour le troisième c'était l'air, et Empédocle, le monde est modelé par les 4 éléments, les 4 saisons, les 4 fantastiques ou les 4 accords toltèques. Hop, ça doit partir. C'est parti, voilà. Bah, tu vois, je me suis auto-spoilé là. Bon, en même temps, j'étais juste un récapitulatif. Non, la question est un peu bête, il faut dire. Juste pour choisir les réponses, elle est parfaite. Oui, c'est ça. Oui, des fois, c'est plus les réponses qui m'amusent que le... Voilà. Ah, les 4 fantastiques, c'est vrai que ça aurait pu. Hein. Non, c'est bien les 4 éléments. On peut imaginer que ceux-là, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas écouté JB. Ouais, ça doit être ça. Autre chose. Ils n'ont pas écouté, c'est ça. Ça doit être pour ça qu'ils ont dit ça. Effectivement, il fait la synthèse des 4 éléments. Voilà, oui, la synthèse. Donc, si on parle des 4 éléments depuis l'Antiquité jusqu'aux anthroposophes et aux naturopathes, c'est à cause d'Empédocle. Voilà. Alors, pour Hippocrate, ah oui, c'est la fameuse théorie des humeurs. Donc, le sang est associé à quoi? À l'air, au feu, à l'eau, à la terre, à la quintessence ou à l'eau de vie. Alors, voilà, donc c'est la fameuse théorie des humeurs où il associe des organes avec des éléments. Qui va être ensuite oui, la base de la médecine jusqu'à très très longtemps. Pour les naturopathes toujours, hein. Oui. Donc pendant très très longtemps. Ah, alors. Donc c'est intéressant. Le sang serait-il et au feu? Eh ben non, c'est l'air. Tout le monde s'est trompé. Et oui, bah ouais, c'est vrai que c'est pas toujours super intuitif, mais pour Hippocrate, le sang est lié à l'humidité et à la chaleur, et ça, il l'associe à l'air. Et j'aurais du mal à... J'ai pas le dessin sous les yeux, donc j'aurais du mal à vous dire... Ah oui, bah là, c'est la fameuse pituite qu'on voit, hein, qui coule partout. Donc c'est l'humidité et je sais pas quoi, du coup. Ouais, mais ça, faudra retrouver le dessin dans le bouquin. Hein. Puis vous verrez toute la théorie d'Hippocrate. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il définit après les choses par leur contraire. Pour soigner quelque chose, il faut lui opposer son contraire. Et donc, c'est la base de la médecine de base qui va faire la rupture avec la médecine, enfin avec l'absence de médecine, hein, qui était uniquement des adorations et des sacrifices. Et là, il pose une première théorie de combattre un problème par son contraire sur la chaîne des éléments. Oui, en fait, il y a la chaleur, puis du coup, il y a le froid, et après, il y a l'humidité, du coup, il y a le sec. Et voilà. Ok, bon, Alors, Démocrite. Démocrite, c'est un autre savant qui était, lui, où est-ce qu'il était? À Abdère. Abdère, oui, au nord de la Grèce. Voilà. Et les abdéritains pensaient qu'il était fou, mais pas du tout. Donc, il avait théorisé quelque chose. Est-ce que c'était les molécules, les atomes, les électrons, les quarks ou les cordes? Hop. Si j'appuie n'importe où, il faut que j'appuie absolument là. Ah, voilà. En tout cas, c'était une théorie révolutionnaire pour l'époque. Hein. Ouais, ça marche. Oui, ça marche. Donc ils le croyaient fou, les abdéritains, et du coup ils lui ont envoyé Hippocrate pour voir s'il était fou. Et Hippocrate a dit qu'il n'était pas fou. Ah, les atomes, très bien. Quelqu'un a dit les cordes quand même, ça aurait pu, mais non. C'était bien tenté. Alors, je vais prendre le théorie révolutionnaire, tu vas le dire pourquoi elle n'a pas évolué?
Pas sûr, on peut peut-être le Mais dire, je donc, pense. pour Démocrite, toute la matière est composée d'atomes en mouvement dans le vide. Donc une théorie qui est extrêmement révolutionnaire, qui permet d'expliquer plein de choses. La seule chose qui va complètement bloquer, c'est la notion de vide, parce qu'elle est incompatible avec les 4 éléments. Et donc, à un moment donné, il y a un conflit entre la théorie des 4 éléments et la théorie des atomes. Et celui qui va trancher, c'est Aristote. Et Aristote va dire, le vide n'existe pas, la nature a horreur du vide, il n'y a que les éléments. Et ça va marquer 1500 ans de science. On va complètement oublier la théorie des atomes à cause d'Aristote et de sa théorie des éléments. Voilà, j'allais le dire, mais... tu m'as volé les mots de la bouche. Oh, Alors, désolé. non, je rigole. Archytas de Tarente. Alors, c'était le roi de Tarente, lui. Il est très peu connu, et pourtant, c'était quelqu'un de très intéressant, puisqu'il a travaillé sur beaucoup de choses. Alors là, vous avez plusieurs réponses possibles. Est-ce qu'il a inventé un automate à vapeur? Est-ce qu'il a travaillé sur les poulies, inventé les poulies? Est-ce qu'il a travaillé sur les premiers solides pythagoriciens? Ou est-ce qu'il a travaillé sur les moyennes? Alors, je vous lance le truc. Voilà. Donc, Archytas de Tarente, il était en lien avec Platon. Il a beaucoup travaillé avec Platon. Oui, il a travaillé avec Platon. Il est pythagoricien quand même. Mais il est pythagoricien à la base. Oui, il s'est un peu détaché de Pythagore. Et après, il a rencontré Platon, mais surtout, il a été le diplomate entre Platon et le tyran Denis de Syracuse. C'est ça. Alors, très bien. Donc, automate à vapeur 38, poulie et solide pythagoricien 62 et moyenne 23. Alors, quelles sont les bonnes réponses? Eh bien, oui. C'était toutes les bonnes réponses. Si, j'ai dit, il y avait plusieurs... Je l'ai dit. Donc, il a travaillé sur tout ça. Voilà. Donc, c'était quelqu'un d'assez intéressant, quand même, et d'injustement méconnu. Voilà. Donc, son automate à vapeur, c'était un petit oiseau, en fait, qui mettait au-dessus d'une boule sur laquelle il faisait chauffer l'eau. Et puis, hop, la vapeur en faisait... Donc, les Grecs ont inventé, en fait, la machine à vapeur en moins, je sais pas, c'était 400, là, non? 300, 400? Des trucs comme ça, hein. Voilà. Seulement, ils en avaient rien à... Ils n'avaient rien à en faire, donc ils se sont dit, tiens, c'est rigolo, puis c'est tout. Ils n'ont pas cherché plus loin. Non, mais ils avaient des esclaves, alors il n'y avait pas besoin de machine à vapeur, hein. Alors, Platon, lui, on le connaît. Donc, Platon, vous savez qu'il se méfiait des sens parce qu'il disait que les sens les trompent. Donc, il y avait un moyen d'échapper aux illusions des sens. Et pour lui, c'était quoi? La drogue, le matérialisme, la dialectique ou le scepticisme? Alors, pour Platon, les sens nous trompent. Et qu'est-ce qui peut nous tirer d'erreur? Est-ce que c'est la drogue, le matérialisme, la dialectique ou le scepticisme? Hop, alors, qu'est-ce que... Ah, très bien. Effectivement, la drogue, il n'en parle pas. Je ne sais pas après ce qu'il en connaît ou pas, mais le matérialisme, ben non, il n'était vraiment pas matérialiste, il était plutôt idéaliste. Et c'est plutôt donc dans l'échange des idées qu'il voit le seul moyen d'échapper aux illusions des sens. Donc c'est bien la dialectique qui pour lui est le seul moyen de vraiment philosopher et de trouver la vérité. Et le scepticisme, non, je ne crois pas qu'il en parlait. Malheureusement, il avait tort. Voilà. Et ça, c'est le mythe de la caverne interprété dans la BD. Ok, alors Eudoxe, c'était aussi un platonicien. Et lui, il travaillait, Eudoxe de Cnide, alors je ne sais plus trop où est Cnide, mais c'est en Grèce. Donc c'est l'école athénienne, là. Hein. Donc lui, il travaillait sur les conseils de Platon, il cherchait à voir le parcours des astres, enfin les orbites, enfin les mouvements des astres autour de la Terre, puisque pour les Grecs anciens, les astres tournaient autour de la Terre et la Terre était au centre de l'univers. Alors, pour Eudoxe et pour Platon, du coup,
mais surtout là en l'occurrence pour lui, les planètes décrivent telles des cercles, des ellipses, des lemniscates ou des sinusoïdes. Alors les lemniscates, ce sont des 8 en forme de l'infini, pour ceux qui l'ignoreraient. Donc là, on était sur la dialectique. Hop. Et c'est parti. Donc pour Eudoxe, les planètes décrivent autour de la Terre des cercles, des ellipses, des lemniscates ou des sinusoïdes. 3, 2, 1. Alors, bon, on a... bon, les sinusoïdes ont peu de succès, je vois. Pourtant c'est joli aussi. Mais donc cercle, ellipse ou lemniscate, alors là le mystère reste entier. Hop. Eh bien oui, elles forment des 8 parce que le problème c'est que, bon, ben, comme ils pensaient que la Terre était au centre, les astres ils font des trucs bizarres, quoi, vous voyez. Donc il y avait une sphère autour de la Terre, et puis la sphère elle-même, il y avait une autre sphère qui tournait, enfin il y avait plusieurs sphères imbriquées, du coup, enfin c'est ce qu'ils pensaient, pour expliquer le mouvement des astres, et donc ça fait des sortes de 8 comme ça, effectivement. Et chercher des mouvements circulaires. Hein. Depuis Pythagore, tout le monde cherchait des mouvements circulaires. Le cercle est le signe parfait, divin. Donc l'univers ne pouvait être que circulaire. Le problème, c'est que quand on observe les planètes, et Eudoxe le faisait, on avait notamment la planète Mars qui faisait des rétrocessions, c'est-à-dire qu'elle tournait, puis à un moment donné, elle avait l'impression de revenir en arrière. Et donc, il était très très embêté parce qu'une planète ne peut pas, dans leur logique, revenir en arrière. Elle a un mouvement circulaire et uniforme. Et du coup, il a inventé un système extrêmement complexe effectivement, de petits cercles autour de grands cercles. Et quand on regarde comment ça fonctionne, ben, ça fait qu'elles apparaissent sous forme de 8 comme ça, des planètes. Et ça permettait de rendre compte, il avait même fait des machines qui permettaient de rendre compte du mouvement apparent des planètes et donc de sauver les apparences, qui est le grand terme des philosophes grecs. Il faut sauver les apparences. Bien sûr, il n'y en a qu'un qui va dire à un moment donné, mais si on met le soleil au milieu, ça reste un problème. Je ne dirais pas qui. Alors, question suivante. On revient à Aristote dont tu parlais tout à l'heure. Donc Aristote avait une manie. Est-ce que c'était celle du classement? Est-ce que c'était celle de la symétrie? Est-ce que c'était celle de la propreté? Ou est-ce que c'était le sport? Voilà. Donc Aristote, hein, c'est le gars qui ne croyait pas au vide autour des atomes. Petit rappel pour les distraits. Donc qu'est-ce que c'était le classement, la symétrie, la propreté, le sport? Alors, on va voir ça. Est-ce que donc vous pensez plutôt la symétrie? Eh bien non, c'est plutôt un grand classificateur, Aristote. Hein. Aristote, il a fait des tas de classifications, en fait, donc notamment dans le vivant. Il y a pour lui les animaux qui ont du sang, d'autres qui n'ont pas de sang, d'autres qui ont des coquilles, des trucs, des machins. Donc il a fait des grandes arborescences. C'était le premier comment on dit, classificateur, quoi. Voilà. Encyclopédiste. Ouais. Voilà. Qui aura un rôle, y compris très tardivement, on verra ça plus tard, mais dans la controverse de Valladolid, on arrive à voir est-ce que les indigènes qu'on a assassinés en Amérique latine, donc quand on a découvert les Amériques, est-ce que c'est des humains ou pas? Parce que si quand même c'est des humains, ben, ça veut dire qu'on a fait un génocide et ça c'est pas propre. Mais si c'est pas des humains, ben, à ce moment-là, c'est pas grave, on a tué que quelques animaux. Et on va faire une controverse à Valladolid en Espagne, et c'est les aristotéliciens qui vont utiliser ça pour arriver à montrer que ces gens-là ont des fonctionnements qui sont purement humains. Et donc l'Église va dire il faut arrêter de massacrer ces gens-là, même s'ils ne parlent pas comme nous, même s'ils vivent tout nus, et même s'ils ne prient pas les mêmes dieux que nous. Donc ça aura un rôle politique 1500 ans plus tard. Alors, passons à Épicure, qui était dans la lignée de Démocrite par rapport aux atomes, de Démocrite, voilà. Alors, pour lui, il y a un concept de liberté, et la liberté vient d'un phénomène
qu'on peut appeler alors clitemnestre, climater, clitoris ou clinamen. Il y a plusieurs choix là. Non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ouais, là ça va pas marcher si vous en mettez plusieurs. Donc Épicure, c'était quelqu'un qui croyait aux atomes aussi. Je peux pas trop vous en dire. Et voilà. Alors, clinamen, voilà. Bon, bah, c'est la bonne réponse, évidemment. C'est le clinamen. Alors, vous savez ce que c'est le clinamen? C'est le... Alors, pour Épicure, donc, le monde à la base était fait d'atomes aussi, mais c'était des atomes qui tombaient dans le vide cosmique, tous parallèles et tous côte à côte, sans jamais se toucher. Donc, il ne se passait pas grand-chose, sauf que ça tombait. Et le clinamen, c'est le mouvement qui fait défier un atome, ce qui fait qu'ils vont cogner un autre, qui vont tous se cogner, et de là vont naître le monde, mais des mondes, des univers nombreux et multiples. Et puis c'est aussi ce qui permet, donc comme pour Épicure, l'âme humaine est faite aussi d'atomes, c'est le clinamen qui fait aussi qu'on peut avoir une liberté d'action. Et que tous nos atomes ne sont pas tous parallèles. Et voilà. Donc le clinamen, c'est vraiment un phénomène important chez Démocrite, c'est ce qui fait que le monde a pu exister. Voilà. Pour un jeune étudiant au XIXe siècle, pour un jeune étudiant en philosophie à l'université de Berlin, les théories de Démocrite et d'Épicure seront la naissance, pour lui marqueront la naissance de la pensée matérialiste. Et il va faire sa thèse de philo là-dessus, et c'est Karl Marx. Ah ouais. Alors, Agnodis, donc c'était une jeune fille de l'Antiquité grecque. Elle se déguisait en homme, cette jeune femme, donc elle était déjà très en avance sur son temps. Donc, pourquoi faisait-elle ça? Pour voyager tranquillement, pour accéder au droit de vote, pour draguer, pour exercer la médecine ou pour combattre la guerre, à votre avis? Donc, Agnodis, qui était une jeune athénienne, hein, je crois. Oui, oui, je crois, oui. Comment? Oui, oui, je l'ai là, oui. Oui. C'est pour ça que je laisse, parce que tout à l'heure je revenais. C'est pas mal. Ok. Donc bravo, effectivement, c'est connu comme quoi. C'était pour exercer la médecine, parce que la médecine était interdite d'exercice sous peine de mort chez les Grecs antiques, donc ça rigolait pas. Et donc elle s'est déguisée. Le droit de vote aussi, oui, mais elle, ce qu'elle voulait, c'était exercer la médecine, quoi. Bon, peut-être qu'elle en profitait pour voter, je sais pas. Hein. Mais enfin, dans l'histoire, c'est surtout pour la médecine. Voilà. Alors, Euclide. Donc, tout le monde connaît Euclide. Les éléments d'Euclide sont tellement connus qu'ils ont été utilisés comme manuel scolaire en Angleterre. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'en l'an 1000, jusqu'à la Grande Rébellion de 1642, jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'aux années 60 ou jusqu'au Brexit. Hop. C'est quoi exercer la médecine? Et voilà. Jusqu'à l'an 1000, jusqu'à la Grande Rébellion de 1642, jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'aux années 60 ou jusqu'au Brexit. Donc, Euclide, les éléments, c'est les 13 bouquins dont on parlait tout à l'heure, hein, dans la diapo de Pascal, avec plein de maths dedans. Quoi. Les bases. Ouais. Ah, ben bravo. Ouais, ils sont tous bons ici, hein, c'est incroyable. Eh ben bravo, c'est bien ça. J'ai été surpris quand j'ai appris ça. Ouais, bah ouais, c'est incroyable. Ouais. Jusqu'aux années 60, ils étaient encore sur les éléments d'Euclide. Euclide, qui est l'un de ceux dont on sait moins de choses, on ne sait pas trop. Donc c'était Alexandrie, hein, donc c'est le dernier chapitre du bouquin. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a commencé à Milet, ensuite la Grande Grèce, donc l'Italie du Sud et la Sicile. Ensuite on est passé à Athènes. Et là on arrive à Alexandrie, qui va rester ensuite le siège mondial de la science pendant très très longtemps. Hop. Jusqu'au volume 2. Donc là on est toujours à Alexandrie.
et Aristarque de Samos, qui n'est pas très très connu, bon, dont les spécialistes connaissent le nom, peut-être certains zététiciens aussi, parce qu'il a été le premier à supposer quoi? La rotondité de la Terre, l'héliocentrisme, la multiplicité des mondes, l'infinité de l'univers ou l'existence des trous noirs. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé, cet Aristarque? Donc, il était de Samos, mais c'est quand même l'école d'Alexandrie. Hein. Oui, oui. Comme Pythagore était de Samos aussi. On fait un très bon muscat. C'est une île au large de Milet. Ah oui, c'est par là. Ok. C'est là qu'il y avait aussi le fameux tunnel. Oui, exact. Alors effectivement, c'est la rotondité de la Terre, on le savait depuis Pythagore. Hein. L'héliocentrisme, effectivement, donc c'est ce dont Pascal parlait tout à l'heure. C'est lui un des seuls qui a pensé que la Terre était au centre de l'univers parce qu'il a fait des savants calculs pour calculer la taille de la Terre et du Soleil. Il a trouvé que le Soleil était plus gros que la Terre, donc il s'est dit, bah, s'il est plus gros, il ne peut pas tourner autour de la Terre, un truc plus petit. Voilà, il avait raison. Bon, il s'est un peu trompé dans les proportions, mais en gros, il avait raison dans son raisonnement. La multiplicité des mondes, Démocrite, Épicure en avait parlé avant lui. L'infinité de l'univers, déjà Anaximandre en avait parlé. Et l'existence des trous noirs, non, ça pas. C'est plus tard. Et il mesure tout ça avec le théorème de Pythagore, hein, c'est-à-dire avec des projections avec l'ombre de la Terre, de la Lune et du Soleil. Oui, donc il arrive à tracer un triangle et il calcule donc les masses et les distances uniquement avec le théorème de Pythagore. Ouais, ils étaient assez forts. Hein. Donc les Alors bon, il appelle, contrairement à d'autres plus tard, dont tu parleras peut-être, mais il était assez loin. Il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus proches. Ouais. Mais bon, du coup, il n'en a pas trop parlé parce que il avait un peu peur de se faire... Alors, venons à Archimède. Là, vous avez plusieurs réponses possibles, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il a inventé? La catapulte, la griffe géante pour attraper des bateaux, les miroirs ardents, la première calculette analogique, la machine indiquant la date des éclipses et des saisons, ou le nombre pi. Alors, donc là on revient sur la question précédente, c'est bien l'héliocentrisme. Et Archimède, il a inventé la catapulte, ou alors la griffe géante pour attraper des bateaux, ou alors des miroirs ardents, la première calculette analogique, la machine indiquant la date des éclipses et des saisons. Il y a un bug. Il a inventé des éclipses et des saisons, ouais. Il y a un petit bug. Ah oui, ou le nombre pi. Ah oui, Je n'ai zut. pas envoyé ma réponse. Ah oui, il y a une question supplémentaire, ouais. Bon, ok. Alors, voyons voir, quelles étaient les bonnes réponses. Tout était vrai, sauf la calculette analogique, c'est plutôt Pascal, ça. Mais sinon, il a bien inventé la catapulte au siège de Syracuse, notamment. La griffe d'Archimède, un truc pour attraper les bateaux. Miroirs ardents, c'est peut-être une légende, ça, hein, mais bon, on en parle quand même beaucoup. Descartes a démontré que c'était pas possible, mais d'autres sont revenus ensuite. Ça fait une très grosse, c'est une grosse légende. C'était pour brûler les bateaux. Ouais, c'est ça, ouais. Des miroirs pour faire brûler les bateaux, et donc ça a été raconté beaucoup plus tard, et ça a fait l'objet d'une grosse controverse scientifique jusqu'à Descartes, qui fait tout un tas de calculs pour voir si c'était possible de construire un miroir qui puisse avoir cette puissance. Et la machine d'Anticythère, ouais. Voilà. Pour Donc, ceux qui ont vu Indiana Jones. Voilà, le cadran d'Archimède, c'est ça. Une machine qui indique... donc c'est une machine incroyable, parce que c'est vraiment avec des tout petits, comment on appelle ça, des engrenages, là, fait en bronze, incroyablement fin pour l'époque, sur des plans d'Archimède, a priori, et qui a été retrouvé en 1901 au large de Anticythère, qui est une petite île en face de Cythère en Grèce, et qu'ils ont pu scanner, refaire, enfin à peu près comme ils pensent que c'était. Effectivement, il y avait un petit mode d'emploi et ça indiquait la date des éclipses, des saisons, des Jeux olympiques ou trucs comme ça, panhelléniques plutôt. Et donc une machine assez incroyable. Donc ils étaient quand même surprenants, ces Qui doit être exposé au British Museum, si je ne me trompe pas. Et dans le dernier Indiana Jones, la machine, elle permet de remonter dans le temps, ça c'est pas vrai. Hein. Du coup, ils nous montrent les catapultes et les miroirs
Oui, oui, il nous montre les catapultes, les miroirs ardents, et même la griffe. Hein. Apollonios de Perga. C'est ce type-là. Enfin, lui, je ne sais pas s'il ressemblait à ça en vrai. Il a travaillé sur quoi? Bon, c'était un mathématicien. Hein. Les entonnoirs, les hexaèdres, les dodécaèdres ou les cônes. Bon, on arrive vers la fin. Hein. Les entonnoirs, les hexaèdres, les dodécaèdres ou les cônes. Donc c'est toujours l'école d'Alexandrie. Hein. Waouh. Ouais, bravo, hein. Ils sont forts. Hein. Ouais. Vous le saviez? Vraiment? Vous avez répondu non? Vous le On le saviez? voit dans le film sur la mathématicienne. Comment tu dis? Alors le film c'est Agora et la mathématicienne c'est Hypatie. d'Alexandrie. Ah, Oui, ok. absolument. Voilà. Absolument. Donc il travaille bien sur les Il était en cônes. Alexandrie et qui a été assassiné à des conditions lamentables par l'évêque, par une foule manipulée par l'évêque d'Alexandrie. Moi je crois que c'était elle et l'héliocentrisme. Je pas tout à l'heure. Alors, je ne connais pas les travaux de Théon et Hypatie sur l'héliocentrisme. Par contre, elle travaille sur les coniques, donc c'est-à-dire en gros le cercle, l'ellipse, enfin surtout l'ellipse, la parabole, l'hyperbole. Les bases sont vraiment chez Apollonios de Perga. En effet, dans le film, on voit qu'elle découvre l'héliocentrisme, mais a priori, on n'a aucune preuve historique que Ah ouais. le film en fait. C'est possible, hein, parce que Dans le film, en fait, en gros, elle retrouve les lois de Kepler 1000 ans avant, mais Ah elle ouais. retrouve juste avant d'être assassinée, donc Ah oui, c'est ça. Elle s'est dit, ah ça y est, j'ai trouvé. Oh le jour avant et puis le lendemain, elle se fait assassiner. Donc Ah, c'est dommage. carrément comme ça. C'est ballot. Alors, Ératosthène, lui, il a déterminé la circonférence de la Terre, avec une erreur malgré tout. Mais de combien? De 0,2%, de 2%, de 12%, de 42% ou de 200%? Ératosthène. Donc il a quand même réussi à déterminer la circonférence de la Terre avec les moyens de l'époque. Hein. Il avait un et encore avec le théorème de Pythagore. Oui, c'est ça. C'est le même, même type de raisonnement. Même Hein. raisonnement. En mesurant des ombres et tout. Voilà. Ouais. Il y a un rôle très particulier dans l'histoire des sciences des ombres. Et beaucoup les scientifiques pendant très longtemps ont utilisé les ombres, soit les ombres, Thalès a commencé avec la pyramide, et Apollonios. Alors, voilà, bah c'était bien 2%. Alors, a priori, tu disais qu'il y avait une double erreur qui a fait qu'il est retombé sur ses pattes. Alors, oui, parce qu'il y a une histoire, il croyait qu'ils étaient, en gros, on le dirait maintenant, sur le même méridien. Ouais. Alors qu'en fait, parce qu'il a pris des calculs sur deux villes. Oui. Une ville dans laquelle, à un certain jour, le soleil éclairait le fond du puits. Voilà, il n'y avait pas d'ombre, non? Et donc, il n'y avait pas d'ombre. Et une autre dans laquelle il y avait une ombre. Et il a calculé donc, le rapport entre, de l'ombre voilà. pour déterminer. Parce que les arpenteurs égyptiens lui avaient donné la distance exacte entre les deux. Voilà. On voit un peu le principe là. Donc, Ah ben voilà. les rayons du soleil sont parallèles sur l'un et puis pas sur l'autre. Donc avec ça, on peut calculer la taille de la Terre. Donc à 2%, ce qui est quand même pas si mal pour l'époque, on va dire. Ok, Ptolémée. Ce qui veut dire qu'il savait que la Terre était ronde, bien sûr, mais qu'on savait depuis Pythagore, qu'on savait depuis Archimède. On le savait depuis, oui, Aristote aussi, parce que... Oui, Pythagore est avant. Ouais, mais Pythagore, c'était pour des raisons mystiques, lui, donc on ne savait pas vraiment. Ça vaut pas. Alors qu'Aristote, oui, Aristote le démontre. Ouais, c'est ça. Et Archimède aussi. Alors, Ptolémée, on revient au calcul astronomique, aux orbites astronomiques dont on a parlé avec Eudoxe. Il a inventé un système astronomique très complexe, faisant intervenir des cercles différents et des points différents. Donc, est-ce qu'il y avait, là vous avez plusieurs réponses également, un déférent, un hémétique, un épicycle, un dysentérique, un excentrique ou un équant?
Alors oui, c'est des termes, voilà, ils veulent tous dire un truc, mais ils sont pas tous justes, hein, là, donc, mais vous avez plusieurs réponses quand même. Hein. Attends, hop, voilà, pardon, j'ai un peu du mal à cliquer sur le bouton. Le déférent, l'hémétique, l'épicycle, le dysentérique, l'excentrique et l'écan. Il s'était bien cassé la tête, lui. Hein. Alors, hop, l'écran est un peu court. Ok, donc vous avez... Alors, le déférent, effectivement, le cercle déférent, c'est le cercle sur lequel tourne l'astre, quoi. Un hémétique, c'est un vomitif. Un épicycle, c'est en fait le petit cercle qui tourne sur un point du déférent. Donc vous avez un déférent, vous avez... De la planète elle-même. Voilà. Alors un dysentérique, ça c'est plutôt pour provoquer des diarrhées. Un excentrique, alors l'excentrique, c'est parce qu'en fait ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas si l'astre tournait par rapport au centre de la Terre. Donc c'est un point qui est un peu décalé du centre de la Terre pour que ça marche quand même un peu. Et l'écan, en fait, le problème, c'est que quand on se place à l'excentrique ou sur la Terre, la vitesse angulaire de l'astre n'est pas constante, ce qui n'est pas possible, parce qu'un astre ne peut pas aller plus ou moins vite. Donc l'écan, c'est un point qui est symétrique à la Terre par rapport à l'excentrique, et d'où la vitesse angulaire de l'astre est constante. Voilà. Donc c'est un peu complexe, mais évidemment, ça permettait de calculer. Voilà, vous avez l'excentrique là, vous avez le cercle déférent, l'épicycle qui tourne autour. Bon, dans la BD, on voit ça mieux, évidemment. Mais voilà. Hop, ça allez, servait de base à toute l'astronomie du Moyen-Âge, y compris, alors ça, plus quand même 2-3 autres derrière, à une façon pour Christophe Colomb de calculer son itinéraire. Ah ouais, ce qui fait qu'il n'est pas du tout arrivé où il voulait. Ah oui, ça, là, voilà, on en parlera, mais là aussi, il y a plusieurs. Il a même truqué les chiffres. Alors, on est presque à la fin. Claude Gallien, donc, qui était médecin, refusait de pratiquer la dissection pour des raisons éthiques, des éléments disséquer, mais refusait la vivisection. Ou alors, est-ce qu'il pratiquait la vivisection en séance publique, ou peut-être est-ce qu'il a disséqué un éléphant? Vous avez plusieurs réponses possibles. Donc Galien, galénique, c'est connu. Est-ce qu'il refusait la dissection pour des raisons éthiques? Est-ce qu'il disséquait quand même, mais pas pour des gens vivants? Ou est-ce qu'il pratiquait la vivisection en sciences publiques, carrément? Est-ce qu'il aurait disséqué un éléphant? Alors, voilà. Pas mal. Refuser, disséquer, refuser, il y a des optimistes quand même. Pratiquer la vivisection en sciences publiques. Il a disséqué un éléphant. Apparemment, il est connu qu'il ait disséqué un éléphant, ce qui est vrai, et il pratiquait la vivisection en sciences publiques. Ouais, c'était pas très cool. Voilà. Mais Galien, par contre, contrairement à d'autres, Galien, on sait beaucoup de choses sur lui, parce que lui, par contre, il écrivait tout, ou même il dictait tout. Et donc, sa vie est très très bien renseignée. On sait qu'il a été médecin de gladiateur, par exemple, après s'être formé à Alexandrie. Et ensuite, on sait à peu près tout ce qu'il a, tous les territoires qu'il a investigués. Et effectivement, il pratiquait en séance publique, en dictant à des gens qui écrivaient des bouquins. Alors, on a fait un grand saut quand même entre, je sais plus, le dernier dont on a parlé. Ptolémée et Galien. Ptolémée et Galien, et avant c'était... Entre Archimède et Ptolémée. Ah oui, entre Archimède et Ptolémée. Archimède, c'était, je pense, 200-300 avant Jésus-Christ. Et Ptolémée et Galien, c'est en 3 ans après Jésus-Christ. Donc les deux derniers sont assez loin chronologiquement de ce qui se passait avant, mais on les a quand même, enfin, c'est Pascal qui les a quand même placés dans l'Antiquité. Alors, finalement, donc c'est la dernière question. On peut dire que la science constitue un corpus fiable et définitif, ou alors est-ce qu'elle est un reflet de la vérité? Est-ce qu'elle permet de réfuter l'hypothèse de Dieu? Ou est-ce qu'elle est sans cesse à remettre en question? Hop, voilà. Donc la science, quand on est arrivé à la dernière,
Est-ce que ça constitue un corpus définitif et fiable? Est-ce que c'est le reflet de la vérité? Est-ce que ça permet de réfuter l'hypothèse de Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose à sans cesse remettre en question? Pas très fiable finalement. Si, peut-être. Voilà. Ah, bah, bravo. Ah, ben ça, c'est une bonne donne. Alors là, bravo. Oui, vous pouvez vous applaudir. Je trouve que c'est remarquable, c'est tout à fait remarquable. Voilà. Donc effectivement, hein, bon ben, la science est sans cesse à remettre en question. Mais pour autant, elle est relativement fiable, mais bon, pas trop quoi. Voilà. Il faut pas s'y fier. Bon, écoute, je vais pas philosopher là-dessus. Voilà. Donc, ben, merci d'avoir eu la patience de rester jusqu'à la fin du quiz. Et puis, je crois que Pascal va vous dire quelques mots encore. Oui, on va peut-être pas trop s'éterniser parce que ça va faire tard. Mais simplement peut-être... Ah oui, mais alors là du coup, bon, simplement peut-être, voilà, tout ça est bien savant, mais est-ce que ça peut nous aider à lutter contre les fake news et contre les idées complotistes? Et ce à quoi on peut répondre, ça peut être un élément, ça ne peut pas tout faire, mais un élément parmi d'autres de culture scientifique pour essayer de promouvoir la pensée rationnelle et développer l'esprit critique. L'idée, donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes dans une société dans laquelle on sait qu'il y a un certain nombre d'idées, de circulation d'idées, un peu tous azimuts. Je vous dis, c'est de la pub pour le volume 2 qui s'appellera Azimut. C'est un peu tôt pour en faire la pub. Ouais, c'est un peu tôt. Hein. Pourquoi tu l'as pas fini? Non, j'ai pas commencé. Donc, bon, voilà, un certain nombre de choses qu'on voit passer. Alors là, autour de vaccins, autour de Terre plate, on a vu que la Terre plate, c'était une idée qui avait été abandonnée très très vite et dont on se demande pourquoi elle revient, puisque au VIe siècle avant Jésus-Christ déjà, il y avait plus grand monde qui pensait que la Terre plate. On verra dans le volume 2 qui traitera pas mal du Moyen-Âge que l'une des idées qui tourne le plus chez les gens, c'est qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. C'est faux. Il y avait une extrême minorité de gens qui pensaient que la Terre était plate. Ils étaient pris pour des hurluberlus par tout le monde, y compris par l'Église. Et même les jésuites, les dominicains, les franciscains qui se tapaient dessus à qui mieux pensaient tous que la Terre était ronde. La seule chose, c'est que c'est un peu un travail après. Voltaire n'y est pas pour rien dans cette affaire-là, pour essayer de jeter le discrédit sur l'Ancien Régime, à retrouver les écrits d'un certain Lactance ou du moine Cosma qui voyait l'univers comme un tabernacle, en disant, vous voyez bien que vraiment ces systèmes-là étaient arriérés et qu'il est temps d'éclairer par les lumières de la raison. Mais en fait, c'était un peu une propagande. Vraiment, au Moyen-Âge, pas grand monde ne pensait que la Terre était plate. Donc c'est une idée qui n'a quasiment pas existé, en dehors de Thalès. Et Thalès, même le monde cylindrique pour Anaximandre. Et puis après, ça a été abandonné très vite. Alors effectivement, comme disait JB, quelquefois pour des raisons mystiques. Pythagore, c'est pour des raisons mystiques. Mais à partir d'Aristote, Archimède, tout ça, ils savent, et Ptolémée, n'en parlons pas, savent parfaitement que la Terre est ronde. Donc on peut se demander où vient cette idée que la Terre est plate. Alors on peut avoir des idées là-dessus. Alors donc voilà, on est dans un milieu où ça arrive. Alors je voudrais finir simplement avec 2-3 questions. C'est finalement pourquoi tout ça peut nous permettre d'avancer aussi dans la diffusion de la pensée rationnelle et la promotion de l'esprit critique. Peut-être en disant aux gens, il faut arrêter de penser avec les pouces, hein, c'est-à-dire à ne penser que par like ou dislike, et à dire finalement une idée, est-ce qu'elle me plaît ou est-ce qu'elle ne me plaît pas. Je crois que l'un des adversaires de la pensée scientifique, c'est le like, en disant finalement, j'aime bien les idées parce que je les aime bien, et si c'est une idée que je n'aime pas, je n'en discute même pas et je la regarde même pas. Et donc, peut-être simplement dire attention à nos façons d'attribuer une valeur sociale à l'information, hein, c'est-à-dire rappeler toujours que la connaissance des choses reflète les relations entre les gens. C'est-à-dire que connaître, ce n'est pas uniquement une activité intellectuelle de compréhension du monde, c'est aussi une activité sociale qui nous conduit à être amis avec certains et à ne pas être amis avec d'autres. Et que, quelquefois, prendre une opinion, prendre même une théorie scientifique nous conduit à nous mettre un peu en porte-à-faux
avec des gens qu'on aime bien, et que finalement ce qui est le plus puissant, c'est souvent nos attachements plutôt que nos raisonnements. Et donc se méfier des menaces identitaires que peuvent provoquer un certain nombre de connaissances, et donc travailler sur le fait que la connaissance ne doit pas véhiculer de la menace identitaire. Et je le dis parce qu'on a beaucoup travaillé récement dans mon labo sur les questions de vax et anti-vax, et que ça c'est l'une des choses qu'on rencontre, hein, c'est de dire tant qu'on est à diviser le monde en deux, il y a les vax ou les anti-vax, eh ben, on n'arrivera pas à convaincre personne, parce que à chaque fois que j'avancerai un argument, je représenterai une menace identitaire sur les gens qui finiront toujours par préférer leurs attachements plutôt qu'un raisonnement. Donc travailler un petit peu sur comment désidentifier socialement les choses et éviter que les gens rentrent dans des conflits socio-cognitifs, donc entre leur social qui les attache à des groupes et le cognitif qui les attache à des pensées. Et puis deuxième grande série, examiner ce que sont les heuristiques et les biais cognitifs, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un certain nombre de choses qui nous amènent à évaluer le monde, l'univers, et là-dedans il y a des biais possibles qui vont des biais de perception, illusions perceptives, jusqu'à des biais sociaux, de stéréotypes qui nous conduisent à penser le monde d'une façon ou d'une autre. Et là-dessus, il faut simplement, à un moment donné, essayer, alors je dis toujours de parler des fleurs en fleuriste plutôt qu'en botaniste. Hein. On peut parler des fleurs comme un botaniste qui va nous dire qu'est-ce que c'est que les fleurs, comment ça fonctionne, la photosynthèse et tout ça. Et puis on peut en parler aussi comme un fleuriste qui va nous dire le langage des fleurs, quelles fleurs il faut offrir ou ne surtout pas offrir, à quelle occasion. Et ce sont deux façons de parler de la même fleur. Et très souvent on parle des fleurs en fleuriste, c'est-à-dire pour le symbole et l'attachement qu'on a à un certain nombre de symboles, et on oublie d'en parler comme un botaniste, c'est de voir comment elles fonctionnent. Et ça, c'est peut-être l'une des choses qu'on essaye d'introduire, c'est de dire aux gens, méfiez-vous des symboles et revenez au fonctionnement des choses. Et à ce moment-là, on va pouvoir discuter et rentrer dans les vraies controverses. Hein, ce n'est pas un évitement du conflit, c'est simplement passer de la violence au débat. Et puis, dernière chose, éviter de généraliser des cas particuliers. Et le cas particulier qu'on généralise le plus souvent, c'est le nôtre. Hein. Le nombre de débats qui commencent par « moi je sais bien parce que moi je l'ai vécu et que moi j'ai une opinion là-dessus qui vient de mon vécu et donc c'est vrai », décentrer, essayer de, c'est pareil, de ne pas généraliser des cas particuliers, surtout le sien, de ne pas tomber dans la surconfiance, comme dit Étienne Klein, de l'ultra-crépidarianisme, hein, c'est-à-dire le fait qu'on a toujours une confiance exagérée dans notre propre opinion et surtout quand on n'est pas très sûr. Et puis l'optimisme comparatif quand on pense que les autres sont plus sujets aux erreurs que nous. Et du coup, le programme, c'est il n'y a plus qu'à, hein, c'est-à-dire on ne fera pas tout ça avec une seule BD, donc ça nous permet de participer aussi à un certain nombre de réseaux. Hein, et donc si on est aujourd'hui à l'Eureka-Café, c'est qu'il y a un certain nombre de réseaux qui portent aussi ces combats-là, combats aussi contre les complotismes et les dérives sectaires. Et donc l'idée, c'est que on aimerait que ça soit un élément parmi d'autres pour essayer de promouvoir l'esprit critique. Voilà, et je finis par deux dessins dont l'un n'est pas de JB, je vous demande de trouver lequel, on remet un petit quiz, mais qui est bien quand même. Voilà, merci, et on peut répondre aux questions. J'ai récupéré le téléphone, mais je pense qu'il n'y a pas besoin du micro pour les questions.